Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle édition du Bivouac by Stello. Je suis très heureux d'accueillir Johan aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Pour petit rappel pour ceux qui découvrent le format, donc chez Stello, on a lancé un gros événement qui s'appelle la Cordée au mois de décembre l'année dernière, donc qui est vraiment autour des thèmes de l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de vous apporter vraiment une vie communautaire autour de thématiques qui vont vous aider au quotidien, qui ne sont pas forcément des thématiques clairement liées à Stello en termes de métier, mais j'y reviendrai après. Les bivouacs, c'est un format plus récurrent. On est sur la deuxième édition avec un format un peu plus original puisqu'on a la chance d'accueillir du public dans nos bureaux. Donc c'est la première, on a aménagé un studio, le studio du bivouac, et puis on va passer 1 heure ensemble, 40 minutes autour de notre thématique du jour qui va être comment constituer un patrimoine quand on est indépendant, comment optimiser son épargne. Et donc c'est Johan qui est notre expert aujourd'hui qui va nous expliquer tout ça. Et puis à la fin, on aura 20 minutes qui seront destinées à répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, autour de la thématique du jour. Avant de commencer, je vais me présenter tout simplement. Donc moi, je suis François-Xavier Combe, je suis le CIO de Stello. Moi, je suis un entrepreneur. Voilà, j'ai la passion des entrepreneurs depuis très très longtemps et ma spécialité, c'est l'assurance. Donc j'ai fait 2 choses. J'ai monté Stello pour aider les entrepreneurs à assurer leur boîte de manière simple et digitale. Donc Stello, nous, on veut être la bonne étoile des pros. Donc, c'est tout un programme, la bonne étoile des pros. Notre mission, elle est de protéger ceux qui ont choisi la liberté. Donc, c'est tous les entrepreneurs. Sur ce chemin de liberté, il y a des risques. Et nous, notre job chez Stello, c'est de baliser la route, en tout cas de vous aider à identifier les dangers et puis de vous proposer des assurances. La manière dont on le fait de manière digitale parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est des sujets qui sont compliqués, qui sont souvent même très rébarbatifs et vous n'avez pas de temps à investir, pas de temps de cerveau à investir sur ces sujets. Donc, nous, on s'en charge, on déjargonne, et puis on a des conseillers qui sont aussi à votre disposition. Chez nous, la souscription, ça dure à peu près 7 minutes maximum. Donc, en fait, c'est un gain de temps énorme. Transparence. Johan est client chez nous depuis longtemps, et même avant Stello, puisqu'avant Stello, ça s'appelait EasyBlue. On a digitalisé 8 produits d'assurance avec 2 compartiments. Une partie hyper importante, c'est comment vous protégez, vous, votre santé en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est la mutuelle, c'est aussi la prévoyance en cas d'arrêt de travail. Et puis, il y a tout comment je protège ma boîte en tant qu'outil de travail, mon ordinateur, mon local, mes salariés, ma RC Pro, etc. Donc, voilà rapidement pour Stello. Pourquoi je le rappelle? Parce que à la première cordée, on était parti comme des balles sur l'événement. Et à midi, ça faisait 4 heures que l'événement tournait. Les gens pensaient qu'on était une boîte d'événementiel. Bon, un peu dommage. En fait, on fait de l'assurance et on l'assume complètement. Donc maintenant, assez parlé de moi et de nous. Johan, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous expliquer qui je suis. Qui tu es, voilà. Ouais. Du coup, moi, Johan, fac d'éco, né à Marseille. J'ai atterri rapidement dans l'univers de la tech, notamment chez WeThings au début, où j'ai fait mon stage là-bas, et puis je suis resté pendant 3 ans. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait le wagon, je voulais monter une boîte, mais j'ai pas réussi. Ensuite, j'ai atterri chez Comet, où on s'était rencontrés il y a quelques années, où je suis resté pendant 4 ans en tant que directeur marketing. Et ensuite, du coup, je suis parti de chez Comet pour devenir... Au début, je voulais devenir freelance, justement. Je voulais bosser sur plusieurs projets tout en restant chez Comet, donc qui était une place de marché qui met en relation des freelances avec des grands comptes plutôt, mais dans la tech, le Malte de la tech, si on doit le résumer. Et donc, je comptais partir en 2019 pour devenir freelance marketing, quoi. Et c'est là où j'ai créé ma SASU, justement, et que je suis venu chez vous. Et donc là, à ce moment-là, cet univers de l'argent, des finances personnelles que j'ai depuis la fac d'éco, en fait. Donc même si j'ai un peu dérivé de ça avec le marketing, ça a toujours resté en tâche de fond dans ma vie. Et donc je lance ça par hasard en 2020, et finalement, à peu près bon timing. On est pile avant pile au moment où les marchés s'écroulent et puis repartent comme ça en mode fusée, et où tout le monde s'intéresse et se rend compte que en fait ils ont plein d'épargne parce que on est en plein Covid, donc on dépense moins d'argent, tout ça. Donc un gros regain d'intérêt pour cet univers-là. Et finalement, en fait, ce side project est devenu mon projet principal très rapidement. J'ai commencé à générer des revenus, etc. Et donc petit à petit, l'idée c'était de se dire
est-ce que ça reste un side project ou une vraie entreprise, et quel type d'entreprise. Et donc rapidement, je me suis dit, en fait, ça va plutôt être une sorte de mix entre un média et, on va dire, une fintech petit à petit. Donc voilà, aujourd'hui, si je dois résumer, qu'est-ce que c'est Snowball? Donc c'est vraiment un univers donc vraiment centré autour de la newsletter. Donc il y en a 12 aujourd'hui, un truc comme ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner un peu toutes les clés aux personnes qui suivent Snowball pour investir et mieux gérer leur argent. Donc au sens très large, ça va de gérer son budget à la psychologie liée à l'investissement jusqu'au investir dans le vin ou dans les Lego, quoi. Donc c'est vraiment très large. D'accord. Donc voilà, en gros. Et je crois qu'on me dit dans l'oreillette aussi que tu aimes beaucoup les cryptos, donc on pourra peut-être Ouais, faire ouais, une bien petite sûr, incursion. il y a ça aussi dedans, évidemment. Ouais, c'est un gros sujet. Avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de la thématique, moi j'aurais bien aimé que tu reviennes juste sur le. Nous on aime bien les parcours d'entrepreneurs et savoir quel est ton moteur ou le déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, tu étais chez Comet. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie d'un ailleurs, d'un autre chose, quoi? Ouais, bonne question. Si tu te souviens, hein. Non, mais si, je me souviens bien. En fait, j'avais fait un peu. En fait, je pense que notre génération, en tout cas, moi j'ai 35 ans là. À moi. Mais on est des générations qui restent 3-4 ans dans un boulot. C'est rare les longues carrières. Et donc j'avais envie de ce côté. J'avais envie de passer indépendant pour justement bosser sur différents projets. Donc c'était un peu ça le déclic, c'était de se dire j'adore Comet, je voulais continuer à bosser avec eux, mais en tant que freelance, mais aller sur d'autres projets ou même mes projets perso. Donc voilà, une envie d'indépendance un peu plus forte. Et du coup, tu as réussi à faire les deux en parallèle ou à un moment donné où tu as coupé, tu as dit bon, ok, j'y vais à fond, à 100%? Non, j'ai fait les deux en parallèle. Donc en gros, la timeline, c'était mars 2020, je lance Snowball. Août, je sors des effectifs de Comet. Okay. Mais je reste avec eux jusqu'en janvier 2021, où j'ai bossé 2 jours par semaine avec eux en freelance, du coup. Et j'avais donc Snowball et Comet en parallèle, quoi. Donc transition parfaite. J'aurais pas rêvé mieux, en fait. Il n'y a pas eu le gros je me plonge dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas eu le saut en parachute. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il y a un moment donné, tu y es quand même. Oui. Une fois que tu as quitté les effectifs, tu es à fond sur ton aventure. Et donc aujourd'hui, redis-nous juste quelques chiffres sur Snowball. Ouais. Combien d'abonnés, combien vous êtes de personnes, quelle est la photo du projet aujourd'hui? Ouais, alors du coup aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 personnes. Alors pas salariés, hein, abonnés. Non, 50 000 abonnés. J'aurais bien aimé. Bientôt. Quoique non, je pense que 50 000, ça doit être dur à gérer. Mais ouais, 50 000 abonnés, il doit y en avoir 4 000 et quelques qui sont des abonnés premium, donc ils payent, c'est un abonnement 9 € par mois ou 80 par an. Donc là, en interne, on va être 5 le 5 juin, donc en salarié. Et en termes de créatrices et créateurs de contenu, on est 12 là. Donc, pendant 3 ans, j'étais seul à écrire mes newsletters. Et donc là, on est 13 avec moi parce que je continue à écrire. Mais il y a aussi des créatrices et créateurs qui écrivent leurs propres newsletters sur des verticales particulières. Voilà, c'est ça, avec un système de redistribution. C'est pas il y a un système de redistribution des revenus. C'est pas comme des piges de journalistes. Voilà, ils sont vraiment adossés au projet. Donc voilà, c'est ça en gros. Merci, hyper intéressant. Et maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on plonge au cœur de notre sujet du jour. Et donc, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on n'a pas exactement le même contexte juridique, fiscal, financier que les salariés. Et du coup, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui sont aujourd'hui avec nous de stratégie, de conseils? L'objectif, encore une fois, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez ressortir avec quelques pistes actionnables et concrètes qui puissent vous aider personnellement à mieux gérer vos finances personnelles. Bonne question. Allez, j'ouvre le sujet très large. Non, c'est un vaste sujet, mais déjà, il y a la première chose à savoir, c'est que souvent, ce que j'ai remarqué, en tout cas depuis que j'ai lancé Snowball, j'ai parlé avec des centaines de personnes qui sont abonnées du coup ou pas abonnées, c'est que souvent les entrepreneurs c'est des gens qui sont très doués avec le côté finance, etc., mais qui sont souvent très mauvais avec les finances internes. Tu vois. Donc ils arrivent à gérer un business plan, etc., ils arrivent à se projeter. Mais par contre, quand ça arrive à la fois sur le côté perso, mais aussi pro, c'est-à-dire perso en tant que gérer mes finances personnelles en tant que moi, en tant que freelance ou entrepreneur, ou pro gérer la trésorerie de ma boîte, etc., souvent il y a quand même
des lacunes. Et je pense que c'est assez normal, c'est que tu es un peu la tête dans le guidon sur ton projet. Et donc, du coup, tu prends pas forcément le temps. Et peut-être que tu culpabilises aussi c'est toujours la gestion du temps de l'entrepreneur qui est dévoué à 100% à sa boîte et que tu culpabilises d'accorder un peu de temps et un peu de cerveau à ta situation personnelle. Donc peut-être que le premier point, c'est de se dire, il faut prendre un peu de temps pour soi, quoi. Exactement, ça c'est vraiment un peu la base, en effet, parce que si tu prends un tapal des clics, en fait, tu vas laisser traîner et tu vas dire, je fais ça demain, et ça n'arrive jamais, quoi. Et ensuite, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que, et même moi, à titre perso, c'est que quand tu es freelance, tu peux, en tout cas, ça dépend des types de freelance, mais tu as des freelances qui gagnent très bien leur vie et qui voient leur trésor enfler comme ça, de façon, et qu'en fait, ils laissent ça sur un compte courant. Et tu te dis, en fait, cette trésorerie-là, tu pourrais potentiellement l'optimiser, mais sauf qu'il y a plein de gens qui savent pas que c'est possible. Donc, ça, je pense qu'on va en parler. Oui. Mais donc pour moi, je vois deux choses. Pour les finances côté freelance, tu as le côté, moi, en tant qu'individu, personne physique, et en tant que personne morale, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je pense qu'on peut commencer par je pense que le moins connu, c'est plutôt sur la partie personne morale. Bien sûr. Donc, la partie, justement, gestion de trésorerie. Et là, quel que soit ton statut. Ouais, alors, tu as des produits qui sont plus ou moins adaptés, on va dire, ou moins évidents selon les statuts. Mais ouais, bon, bref, ça, on va rentrer dans les détails un peu après. Mais du coup, sur la partie. Déjà, je pense que dans tous les cas, il y a un tronc commun en tant que freelance, entrepreneur et individu, c'est ne jamais se mettre en danger. Ça, c'est le classique. Donc, le fameux matelas de sécurité. T'as pas envie si demain, en fait, ton activité s'arrête ou si demain, tu perds ton boulot, si tu es un individu classique, tu as envie d'avoir quelques mois devant toi, quoi. Donc ça, je pense que c'est un peu la base. Tu sautes pas en parachute, tu sautes pas dans un avion sans parachute, ça, vous le savez. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, en fait, voilà, en tant que freelance, je suis obligé aussi, moi, dans ma boîte, d'avoir ce matelas de sécurité. Alors, toujours compliqué de dire à quoi il doit correspondre parce que, en fait, on a tous des activités différentes et on a certains qui ont une activité beaucoup plus tendue que d'autres. Je sais pas, je cherche un exemple, mais un développeur sur une techno très pointue, en fait, il sait qu'il va toujours avoir de l'activité assez facilement, quoi. Alors que d'autres, je sais pas moi, du copywriting, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver. Et donc, en fait, tu ajustes, tu dis, c'est quoi mon scénario catastrophe? Combien j'ai besoin par mois pour moi vivre en tant que freelance et maintenir ma structure. Et à partir de là, tu dis, en fait, j'ai besoin de 5 mois, 6 mois, 3 mois, 2 mois. Donc, en général, pour un individu, on dit souvent que c'est 6 mois de fonds de roulement ou de matelas pour vivre. Donc, c'est-à-dire que si tu dépenses 2 000 € par mois pour le nécessaire, le loyer, etc., mets-toi de côté, tu mets 12 000 €. Voilà, exactement. Donc, voilà, ça, c'est un peu la base. Et ça s'applique perso, pro. Donc, ça, c'est le sinistre maximum possible. En gros, nous, chez les assureurs, c'est un peu ce qu'on appelle. C'est que si tout brûle, si ta maison brûle complètement, c'est le pire qui puisse t'arriver. Donc, finalement, c'est de se projeter un peu mentalement en disant, pour mon cas personnel en tant que freelance, si le pire arrive, que je ne peux plus facturer pendant X mois, j'ai besoin de quel matelas. Et ça, on détermine une enveloppe. Ensuite, on va s'atteler à la constituer, quoi. C'est ça. Et cette enveloppe, en général, tu la places sur des produits financiers très safe. Tu vas pas les mettre en crypto, par exemple. Donc, en général, c'est... Alors, c'est quoi, du coup, un produit safe, tu vas voir ton banquier, il va te donner quoi? Tu as le compte courant classique, quoi. En fait, cette épargne, il faut qu'elle soit rapidement accessible. Donc, il ne faut pas qu'elle soit bloquée, donc liquide, en effet. Il faut qu'elle soit pas volatile, donc qu'elle fasse pas ça. Donc, pour ça, pas les cryptos. Et du coup, il faut qu'elle soit safe, c'est-à-dire que si la banque fait faillite ou autre, capital garanti. Capital garanti, quoi. Donc, en général, quand tu es un individu, on parle souvent de livret A, on parle de LEP ou des trucs dans le genre. Quand tu es un freelance, c'est plutôt sur le compte courant de ta boîte. Alors, ça peut être pas mal en général Moi, j'aime bien séparer pas avoir le même compte pour pas tout mettre au même endroit, pour pas piocher dedans, en fait. Oui, ce qui est souvent le cas quand on exerce tout seul, on a un peu un mélange des comptes. Donc, toi, tu dis, faites bien une séparation entre les deux. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a plein de banques, néobanques, etc. Moi, je suis chez Conto à titre perso, mais tu peux créer plusieurs comptes chez Conto. Donc, des sous-comptes, en fait. Tu as ton compte principal et puis tu peux avoir compte urgence. Et donc là, tu mets ton truc et tu touches pas, en fait. Donc, ça, c'est... Et si tu dois ouvrir un autre compte dans une banque traditionnelle, c'est tout à fait possible aussi. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que tu as ça, et que, je sais pas si
tous les freelances ne bossent pas de la même façon en termes de paye. Certains, ils sont salariés, d'autres, ils se versent des dividendes. Ouais. Le URL, c'est encore un peu différent. Bref, il y a plein de cas particuliers, mais une fois qu'on a le matelas de sécurité et qu'on a une trésorerie excédentaire, bah là, on peut se dire, OK, cette Qu'est-ce qu'on va faire de tout trésorerie-là, ça? qu'est-ce que j'en fais? Exactement. Et là, ouais, il y a plusieurs. Alors, déjà, il faut savoir que on peut ouvrir un compte titre avec sa boîte. Donc, Alors, un compte titre, c'est qu'est-ce un que c'est compte. qu'un compte Voilà, titre? en direct. On reprend les basiques. Le compte titre, bah, c'est un compte dans lequel on peut mettre des actions d'entreprise. Donc, si vous voulez acheter j'en sais rien, des actions Apple, Tesla, LVMH, etc., ben, on peut le faire avec une personne morale, donc une Ouais. entreprise. Alors, pas tous les courtiers permettent de faire ça. Je sais que, par exemple, alors si on doit des trucs actionnables, mais moi, par exemple, je sais que Interactive Brokers, c'est un des plus gros au monde, permet d'ouvrir des comptes pour Au son nom de, entreprise. de ta personne morale. Exactement, ouais. En France, je pense, à voir, je suis pas sûr, mais Boursorama, peut-être qu'ils peuvent avec leur courtier, j'ai un doute. Mais voilà, donc ça, c'est possible. Et en général, quand on ouvre un compte titre, alors, il faut savoir, dans la finance globale, les gens qui choisissent leurs actions, c'est-à-dire qu'ils font du stock picking, donc c'est-à-dire je crée mon portefeuille, donc je vais investir dans Tesla, dans Apple, dans LVMH, et donc de créer son compte, font toujours moins bien que l'investissement dans des index. Donc un index, c'est par exemple en France, vous connaissez tous le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, et donc on peut investir dans des produits qu'on appelle des ETF, donc c'est on pourrait dire on appelle ça des trackers, des fonds indiciels. Et donc, un ETF, en fait, plutôt que d'acheter les 40 entreprises françaises du CAC 40, on va acheter un ETF CAC 40 qui, lui, va automatiquement investir dans toutes ces boîtes. Donc, et ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que justement, ce qui peut faire peur quand on investit en titre vif, en titre direct, c'est que je vais devoir peut-être me mettre dans l'impôt quasiment d'un trader. Ouais, je vais devoir acheter, vendre, est-ce que ça sera le bon moment? Et tu l'évoquais au début, dans toutes ces problématiques d'épargne, il y a une problématique de psychologie. Ouais. On est tous des humains. Et quand on voit notre argent fondre comme neige au soleil parce que les courses chutent, là, il y a du stress et il y a parfois des mauvaises décisions qui sont prises. Ouais, tout à fait. Oui, le côté. Alors, dans les deux sens, hein, quand les marchés sont euphoriques ou quand les marchés sont en train de se cracher, quand les marchés sont euphoriques, c'est marrant, je l'ai remarqué avec Snowball, c'est que quand les marchés étaient comme ça, j'avais le nombre d'abonnements qui était en hausse. Et quand les marchés chutaient, le nombre d'abonnements qui chutent ou qui stagnent. Donc, c'est-à-dire que les gens sont à fond quand c'est euphorique et ils achètent souvent quand c'est au plus élevé. Et quand ça se crache, ils ont peur et ils n'y vont pas, alors que c'est normalement le contraire. Et du coup, ils vendent et donc ils réalisent la moins-value et on perd son argent. Alors que logiquement, un bon investisseur achète quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle le DCA dans le jargon, le dollar cost averaging, c'est-à-dire que tous les mois, on va acheter la même somme d'un même produit. Donc, je ne sais pas si on parlait de l'ETF CAC 40, tous les mois, on va acheter 100 € de l'ETF CAC 40. Donc, parfois, on va l'acheter quand il va être élevé, parfois, on va l'acheter quand il va être très bas. Mais sur une longue période, ça lisse les points d'entrée. Et donc, en fait, on fait souvent mieux que de se dire ah, là, je crois que les marchés vont baisser. Donc, je vais peut-être attendre un peu et je vais attendre 6 mois. Et en fait, les marchés, ils baissent jamais. Ou alors, on ne peut pas prévoir le futur. Donc, mieux vaut faire tout ça régulièrement. Mais le driver, quand même, quand je t'entends, c'est qu'il faut être au clair sur son objectif d'épargne. Parce que l'une des données, c'est la ligne de temps. Ouais. Si j'ai besoin de constituer une épargne pour un besoin à court terme, partir en vacances, c'est pas pareil que... je vais peut-être pas l'investir sur des actifs ultra risqués. Ouais. Et ça, comment tu peux conseiller ceux qui nous écoutent sur la détermination peut-être de ces objectifs d'épargne avant de choisir presque le produit, tu vois? Ouais, après, l'objectif, c'est pas évident. Parce que j'ai déjà parlé avec pas mal de personnes qui, justement, n'ont pas un objectif clair. Tu vois, tout le monde n'a pas envie d'acheter sa maison secondaire à Aix-en-Provence ou je ne sais quoi, ou un mariage. Il y a des gens, ils ont et du coup, souvent, je dis, moi, pour moi, mon objectif principal, c'est épargner, c'est juste s'acheter du temps dans le futur, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est mon objectif principal et je me dis, en fait, ce que j'épargne aujourd'hui, en fait, c'est peut-être dans 10 ans, je pourrais avoir un temps partiel ou je pourrais parce qu'avec l'argent que j'ai épargné, je pourrais me payer, je sais pas, une nounou pour mon enfant et du coup avoir du temps libre pour moi pour faire des trucs, avoir plus de temps pour des hobbies. Donc je le vois un peu comme ça. Mais par contre, c'est vrai que si on a des objectifs à court terme, des vacances, il faut pas l'investir. En fait, c'est l'équivalent du matelas de sécurité. Tu le mets sur un sous-compte. Et en fait, voilà, si c'est pour utiliser dans tout ce qui est à moins de
1 an, enfin moins de 2 ans, on Ouais, va dire. ça, c'est de l'épargne de consommation, on va dire. Oui, parce que tu peux pas, enfin, si tu as épargné pour partir à Bali et en fait, il y a un Covid qui arrive juste avant que tu partes, et bon, déjà, je ne pourrais pas partir s'il y a un Covid, mais un événement X qui fait que les marchés chutent, bah, tu vois ton épargne fondre, enfin, ton capital fondre, quoi. Donc, ta stratégie, elle est quand même… Enfin, Très long terme. Toi, tu dis, je ne sais pas exactement pourquoi j'épargne, mais en tout cas, je sais que c'est au moins à 10 ans. Et à partir du moment où on étire la ligne de temps, on va être en capacité de déterminer le produit sur lequel on va décider de placer son argent. C'est ça, ouais. Donc, dès qu'on est en bourse, sauf si on est trader, évidemment, mais je pense que 99% des gens qui écoutent ou même qui existent dans le monde ne sont pas des traders. C'est toujours long terme, en fait, la plupart du temps. Et donc, c'est de se dire, bah, en fait, long terme, c'est souvent plus… Il y en a, ils vont dire plus de 5 ans, ils vont dire plus de 3 ans, mais bon, disons, voilà. Alors déjà, au-delà de 5 ans, on est dans le juste du long terme. Exactement. Donc, si on investit en bourse, on prévoit que ce soit plutôt du long terme, donc plus de 5 ans, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Compte titre, c'est possible d'investir sa trésorerie, mais j'irai sur des produits, comme je dis, ETF, donc plutôt des produits plutôt indiciels, très diversifiés, pas s'amuser à faire du stock picking, c'est pas forcément évident pour tout le monde et c'est plus stressant aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des placements beaucoup plus safe et qui sont peu connus, mais qui reviennent à la mode. Ils sont peu connus parce qu'on a connu pendant 20 ans des taux d'intérêt quasiment nuls, voire négatifs. Donc, ils n'étaient pas ouf, mais tu as les comptes à terme. Donc, il y a beaucoup très utilisés par les entreprises en général. Donc, le compte à terme, c'est quoi? C'est en fait, vous allez donner de l'argent à une banque et en fait, cette banque va bloquer cet argent pendant, en général, c'est, on va dire, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus. Et si vous laissez cet argent bloqué sur le compte pendant ce temps-là, bah, vous allez avoir 3%, 4% ou 4,5%, ça dépend des banques. Ça varie, mais c'est des intérêts, donc en effet. Et si on arrive du coup à la fin du terme, bah, on a le capital plus les intérêts. Donc ça peut être très intéressant parce que du coup, c'est sûr, il n'y a pas de perte en capital, c'est pas comme la bourse, c'est pas volatile. C'est assez flexible parce que même si on retire avant le terme, en fait, on a accumulé un peu des intérêts, donc on ne va pas tout avoir, mais on va avoir un peu. Donc, s'il y a une urgence, on peut le retirer. Ça, c'est cool. C'est assuré par le fonds de garantie, donc à hauteur de 100 000 euros. On peut en ouvrir autant qu'on veut. Donc, si vous avez 1 million de trésorerie, ben, en fait, c'est bien de segmenter. Parce que la garantie, c'est 100 000 euros par établissement bancaire. Oui, par établissement bancaire, par compte, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et en plus, imaginons, je sais pas, même si vous avez 100 000 euros, parce qu'en général, ça commence à partir de 20 000 euros le minimum pour investir dans ça. Bah, si on a 100 000 euros, bah, on peut faire 20 000 euros ici, 20 000 euros là, 20 000 euros dans une autre banque, etc. Et en fait, parce que l'autre inconvénient, c'est que si vous devez retirer avant, vous êtes obligé de tout retirer. On ne peut pas retirer une partie. Oui, donc, si vous avez mis 100 000 euros et que vous avez juste besoin de 5 000 euros pour une urgence, en fait, il faut tout fermer, donc un peu relou. Donc, c'est bien d'en avoir plusieurs. Donc ça, c'est des produits qui redeviennent intéressants parce que les taux remontent, donc les taux commencent à augmenter. Donc là, par exemple, si je pense que le max, il doit être à 4,5%, donc il n'y a pas rien si on a des sommes élevées. Donc, si surtout en période d'inflation. Pour rappel aussi, on le sait tous, mais aujourd'hui, si tu mets sur un compte courant, c'est 0. Dans une période d'inflation, on est à 5,5 sur les 12 derniers mois. Bah, quelque part, même avec 4,5, tu continues à avoir une petite érosion monétaire. Tu perds un peu ton argent, mais tu limites quand même la casse. Oui, c'est sûr. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est des produits hyper intéressants pour les entrepreneurs, pour les freelances. Donc là, je rappelle, donc, si on s'arrête juste sur la photo, sur ce qu'on peut faire avec votre entreprise, avec votre statut entrepreneur. Donc, diversification compte titre. Et là, on va pouvoir mettre des actions et aussi des obligations. Plus risqué, donc potentiellement un rendement plus élevé. Ça aussi, le couple risque-rendement est toujours important. Ouais. Oui, c'est important à avoir en tête. Et en revanche, quelque chose de beaucoup plus safe et qui revient vraiment à la mode, c'est le compte à terme. Compte à terme, ouais, exactement. Donc, retenez ces deux outils-là qui sont déjà utiles pour gérer l'excédent de votre trésorerie. Ouais. Et en outil pour le compte à terme qui est intéressant, c'est Cashbee. Donc, c'est une startup française
qui permet donc de créer un compte facilement en tant que professionnel, parce que le compte à terme est aussi accessible en tant que personne physique, donc les deux fonctionnent. Et Cashbee permet d'ouvrir je crois que tu peux ouvrir jusqu'à 10 comptes chez eux, donc ils sont adossés avec My Money Bank, qui est elle-même adossée à une banque américaine, donc une grosse banque, tout est assuré et tout est safe, et ça va de, je crois, 3 et quelques % jusqu'à 4,2, je crois, le max en termes d'intérêt. Donc Cashbee, après il y a Bourso, ils en font, toutes les banques en font quasiment, donc renseignez-vous, sûrement même votre banque en fait. Abonnez-vous aussi à la newsletter Snowball, déjà vous en saurez beaucoup plus. Et non mais sans blaguer, je pense qu'il y a aussi une question de se cultiver, de mieux connaître, de s'éduquer. Il ne faut pas imaginer que les gens vous allez épargner juste sans filer, en claquant des doigts ou parce que vous avez assisté à notre webinaire. Là, c'est juste une introduction, mais vous allez avoir besoin d'investir un peu de temps et d'intérêt pour justement mieux calibrer, bien faire des choix assez éclairés, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est toujours déjà mettre un pied dedans, c'est déjà bien. C'est un peu comme je pense que tu as tout à fait raison sur ça. Mais la nuance que j'apporterais, c'est un peu comme quand tu veux courir un marathon. Si tu fais un plan, si tu veux tout planifier dès le début, en fait, tu vas sûrement pas le faire. Alors que si tu commences à courir un peu tous les matins, petit à petit, tu vas prendre goût, etc. Et donc, pour investir, on peut commencer petit par des trucs qu'on aime bien, qu'on connaît un peu, et petit à petit diversifier, etc. Mais en effet, il faut savoir dans quoi on investit, c'est toujours hyper important. Et les risques surtout, parce que. Ouais. On parle d'argent, de l'argent que vous avez gagné. Risqué, ouais. Donc, compte à terme, compte titre. Il y a les cryptos, on en parlait. C'est aussi possible d'investir en crypto avec sa boîte. Donc là, on est sur un truc beaucoup plus risqué. Donc, il faut pas. Il faut pas faire comme comment il s'appelle, Michael Saylor, donc un entrepreneur américain qui parie tout sur le Bitcoin et lui, il met toute la trésorerie de sa boîte 100% sur le Bitcoin. Donc, on n'est pas sur ce. Mais ton niveau de conviction, parce qu'en fait, on entend un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien que justement, on en profite pour tu puisses nous donner ton avis assez tranché sur les cryptos. Personne n'est devin, personne n'est capable de dire, mais il y a quand même derrière des technos, il y a quand même des choses qui sont plus solides. Il y a eu des trucs complètement fous avec des effets de mode, avec des cours qui sont montés à des plafonds incroyables alors qu'il n'y avait rien derrière. Mais néanmoins, c'est un peu comme au début d'Internet. Il y a quand même un tri qui se fait, surtout dans les périodes entre guillemets de purge de marché. Donc aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton avis sur les cryptos, quoi, tu vois? Alors je vais tout noter. Non, alors un avis tranché, j'ai rarement des avis tranchés, mais je vois ce que tu veux dire. Mais oui, alors déjà, je pense que quand on s'y connaît pas, il faut pas ne pas aller sur tous les tokens et les altcoins, etc. Rester sur du Bitcoin et de l'Ether, la blockchain Ethereum, c'est la base. Juste pour rappeler, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas vraiment exactement de quoi on parle. Il y a vraiment d'abord eu le Bitcoin qui est vraiment la première monnaie, la première crypto. Il y a quelques monnaies de référence. Et après, on a des milliers et des milliers. C'est une galaxie immense avec évidemment un peu tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, si on devait faire un parallèle, on va dire que Bitcoin, Ethereum, c'est un peu... exemple un peu pourri, mais on va dire c'est LVMH et disons, je sais pas, et Apple. Donc des boîtes bien ancrées. Et tous les autres coins, on va dire que c'est des petites startups plus ou moins grosses. Et donc, investir dans une startup, c'est toujours plus risqué que d'investir dans Apple. Toujours le même couple, donc potentiellement qui peut faire un x300 ou x10 000. Même on a déjà vu des fois 1 million. Mais avec un risque de tout perdre très fort, alors que le Bitcoin, en fait, est quand même beaucoup plus stable, même s'il a des grosses variations. Voilà. Donc, Bitcoin, Ethereum. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, à quoi ils servent, etc., parce que c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif d'un webinaire, voire plusieurs. Mais donc, mon point de vue, je pense que mon point de vue, c'est en termes de technologie, etc., c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de projets qui veulent réinventer la roue alors que ça fonctionne très bien dans le Web 2, parce qu'on a souvent Web 2 versus Web 3. Donc, le Web 3, c'est tout ce qui est crypto, tous les tokens, etc., blockchain. Web 2, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, donc
hors de tout ça. Donc, il y a un tri quand même à faire qui n'est pas évident. Et aussi, le deuxième point, je dirais que c'est le côté réglementation, en fait, où tout de moins en moins flou, mais le jour où ce sera vraiment pas flou, c'est là en fait où tous les investisseurs institutionnels, donc les gros, vont se lancer dedans et potentiellement qui pourraient faire monter les cours parce que du coup aujourd'hui il y a quoi? Je crois qu'il y a, je vais dire un peu une bêtise peut-être, mais je crois qu'il y a 300 millions de personnes qui détiennent du Bitcoin, 400, je sais plus. Mais du coup 400 millions sur 7 milliards bientôt de personnes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Même si on attendait d'atteindre le milliard, voilà. Donc mon avis c'est que on est sur quelque chose de super intéressant, potentiellement avec un vrai potentiel, mais on est toujours dans un flou réglementaire, donc qui est en train de changer et évoluer, notamment en Europe avec MiCA, les nouvelles réglementations, tout ça. Mais voilà, mais c'est pour ça que vu qu'il y a un flou réglementaire, les investisseurs détestent le flou. C'est pour ça qu'en général, dès qu'il y a des flous politiques, réglementaires, etc., en général, les gros investisseurs n'y vont pas. Donc, mettre une petite partie de son portefeuille, ça peut être intéressant. Quand je t'entends, il y a quand même un côté très spéculatif. Non, il y a un côté jeu. Peut-être se dire, il y a un pari. Oui, c'est un pari. On imagine que les choses vont. C'est un peu le Far West. On imagine que les lois vont arriver, vont se cadrer entre pays. Et puis, c'est le moment où vraiment ce sera un moment plus de vérité, où les cours vont potentiellement se normaliser. Quoi. C'est ça, ouais. On va dire. De toute façon, dès qu'on investit, c'est un pari. C'est un risque qui est mesuré. Donc, c'est des probas, des hypothèses. Même un Warren Buffett qui va investir dans une boîte et qui, lui, est réputé pour être très safe dans ces trucs, il fait toujours un pari sur le futur, la société qui ne change pas ou la société qui évolue. Il peut faire des mauvais paris. Bref, ça. Et les cryptos, je pense que oui, c'est. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est spéculatif parce que la technologie derrière, elle est super intéressante, elle est solide, il y a des vraies communautés. On n'est pas sur une petite crypto comme ça qui vient de sortir et qui ne sert à rien, qui est du coup très spéculatif. Bref, voilà, c'est un peu ça mon point de vue. Donc, intéressant, petite partie du portefeuille. Et potentiellement ouvert sur la boîte, on peut investir avec sa boîte là-dessus. On peut aussi, ouais. Et du coup, très bonne transition, on peut aussi investir personnellement parce que je vois l'heure qui tourne et on va devoir parler un peu finances personnelles. Ah oui. Tu vois. Ouais, du coup, pour la boîte, on peut le faire avec. Plateforme, mais plutôt il faut privilégier des plateformes PSAN, donc c'est prestataire sur actifs numériques, un truc comme ça. Donc, c'est souvent des boîtes françaises, donc il y a CoinHouse, qui d'autre qui permet d'ouvrir des comptes pro. Je sais que CoinHouse, ils ont vraiment un compte pro dédié avec du conseil et tout. Bref, on peut faire des recherches. Et après, côté perso, là, on a le fameux PER. Il y a la partie retraite. Alors, un gros sujet, on aurait pu faire un sujet complet sur les retraites. Quand on est entrepreneur, en général, on cotise pas forcément. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai, quand on est micro-entrepreneur, on cotise, mais pas autant qu'un salarié. Donc, il y a une petite cotisation. On ne va pas avoir une grosse retraite, en gros. Il y a un chiffre clé, effectivement, sur la retraite, c'est que le taux de remplacement, donc le taux du revenu que vous aurez à votre retraite, il est inférieur à 50% globalement quand on est indépendant. Donc, ça veut dire que concrètement, vous gagnerez, au moment où vous faites valoir votre droit à la retraite, la moitié de ce que vous gagnez avant. Donc, il va rester un truc, un découvert. Et s'il n'y a pas d'épargne, s'il n'y a pas des solutions alternatives. Ou alors, si tu ne fais pas chuter ton niveau de vie. Voilà, soit tu réduis de 50% ton niveau de vie, soit tu t'es organisé pour maintenir ton niveau de vie. Et donc pour la retraite, il y a plein de solutions. Soit investir, c'est une solution, tout simplement, dans assurance vie, compte titre, PEA, il y a plein de solutions. Et quand on est freelance, il y a le PER qui peut être intéressant. Alors, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment moins, ce produit. Et ce qui peut être intéressant, le côté intéressant pour les entrepreneurs, c'est que je pense qu'il y a le côté, on peut investir à titre professionnel, c'est-à-dire qu'on peut investir l'argent qui est sur son compte pro, quoi. Et donc déduire une partie de ce qu'on a investi de l'IS ou l'IR, ça selon le régime. L'option choisie, Donc ça, c'est quand on investit en tant que pro. Et en tant que perso, on peut déduire une partie de ses revenus,
de ses impôts à hauteur de 10 000 euros, je crois, c'est un truc comme ça, par an. Donc, ce qui peut être intéressant, enfin, c'est toujours des calculs, en fait. Et c'est des leviers d'optimisation potentiels, c'est-à-dire qu'en fait, le législateur dit, tu vas pas avoir une grosse retraite avec la loi Madelin en pro, tu peux investir et donc tu paieras moins d'impôts. Donc, en fait, tu as un effet de levier d'impôt sur effectivement la partie pro. Et perso, c'est un peu la même chose. Parce que le PER, plan d'épargne retraite, tu vas déduire de tes revenus, donc tu vas payer un petit peu moins d'impôts. C'est ça, ouais. Un peu et tu paieras des impôts à la quoi. retraite. Par contre, il faut prendre ça en compte, c'est que, en fait, tu gagnes pas tout ça en impôts, quoi. C'est un moment, il va falloir quand même le redonner. Et autre point hyper important, c'est que ce sont des produits qui sont des produits de rente. En fait, ils sont en miroir avec le régime obligatoire. Et tout ce que vous allez accumuler en capital, vous ne pouvez pas le récupérer en capital, mais vous allez le récupérer qu'en rente. En capital, c'est sauf si vous êtes si tu achètes handicapé résidence, ou résidence principale. Oui, voilà, et tu peux pas le casser, c'est ça. Tu peux pas prendre l'argent, sauf si tu achètes une résidence principale. Ou si tu es à la limite, tu as un accident. Donc, bref, Donc, c'est un produit qui peut être intéressant parfois, mais bon, à explorer. Et du coup, et après, à titre perso, moi, en général, ce que je dis, c'est, on parlait de, quand on va courir un marathon, il faut commencer par courir, mais en fait, il faut commencer par le plus simple. Aujourd'hui, ça peut être ouvrir une assurance vie, parce que souvent, on croit que l'assurance vie, c'est pour quand on va mourir, mais en fait, pas du tout. Ça porte pas du tout le bon nom. Une assurance vie permet d'investir dans plein de produits différents. On peut mettre des actions dedans, on peut mettre de l'immobilier, on peut mettre des matières premières. C'est vraiment une coquille qui permet d'avoir des avantages fiscaux au bout de X années. C'est 5 ans, je crois. 5 ans, il y a des paliers, je crois. Je sais plus. 4 et 8 ans. 4 et 8 ans, c'est ça. Je suis toujours nul en l'EPA, à chaque fois je confonds les deux. Mais commencer par une assurance vie en mode pilote automatique. Donc aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui proposent des gestions déléguées. Donc c'est-à-dire, c'est eux qui vont gérer tout ça selon le niveau de risque. Ça, pour moi, vraiment, ça prend 0 minutes, c'est la base. Ça me permet de mettre un premier pied dedans et ensuite, peut-être, on peut diversifier au fur et à mesure, quoi. Mais souvent, je dis, commencer par ça, c'est déjà très bien. Donc, dans la pyramide, on a un peu l'épargne réglementée bancaire classique, les livrets, qui vont nous permettre de mettre notre petite épargne pour partir en vacances ou un peu sécurité, perso. Et après, l'épargne plus long terme. C'est ça. Comme tu le dis, il y a l'assurance vie, il y a les produits d'épargne retraite, on en a parlé. Il y a aussi le PEA. Il y a le PEA, plan d'épargne action, donc qui permet de mettre des actions. Alors, il a été fait pour favoriser l'investissement dans les entreprises françaises et européennes maintenant. Donc, ça permet d'investir dans des boîtes françaises et européennes. Mais on peut aussi investir dedans. Il y a des entreprises comme Amundi, etc., qui ont créé des ETF. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est paniers d'actions qui permettent d'investir dans le marché américain. Donc, on peut investir sur le marché américain dans un PEA. Donc, peu de gens le savent, mais c'est possible. Sachant que le marché américain a été le plus dynamique sur les 100 dernières années, on va dire. Donc, on ne sait pas si le passé ne présage pas le futur, mais c'est quand même intéressant, c'est un marché intéressant. Donc, le PEA, en effet. Et ensuite, du coup, tu as tout ce qui est plutôt, on va dire, compte-titres aussi, ça rentre dedans. Donc, tu as un peu les trois, c'est les trois gros. Après, au-dessus, tu as potentiellement l'immobilier. Ça, c'est souvent un peu en tête, mais... Donc, l'immobilier, c'est plus compliqué parce que tu as le côté effet de levier qui est intéressant. Emprunter pour acheter. Donc, en gros, tu gagnes de l'argent grâce à la banque. C'est ça l'effet de levier, parce qu'elle te prête de l'argent et du coup, tu espères gagner plus que ce que te coûte le prêt. Donc, ça, c'est un peu la magie de l'immobilier. Mais pour les gens qui n'ont pas énormément de revenus, je sais que quand tu es freelance, c'est pas évident de faire un prêt. Il faut se faire prêter l'argent par le banquier. Généralement, il faut le dire aussi, il faut un apport. Il faut un apport, c'est ça. Donc, il faut déjà avoir une épargne constituée, et surtout en ce moment, c'est quand même assez tendu sur le marché du crédit. C'est ça, Et donc, du coup, tu allais aussi, plutôt que d'acheter la pierre, donc c'est acheter un appart, un studio, etc., tu as l'immobilier papier, on appelle ça. Donc, c'est tout ce qui est les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. Moi, je les compare souvent à une sorte d'ETF de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que c'est un fonds qui va acheter plein d'apparts ou plein de bureaux. Il y a des SCPI qui sont sur des créneaux différents.
et donc qui te permettent d'investir avec beaucoup moins d'argent, mais qui permettent aussi de faire des prêts. Donc tu peux aller voir ta banque et plutôt que faire un prêt de 300 000 euros parce que tu dois acheter un appart, tu peux faire un prêt de 50 000 euros. Donc du coup, tu seras peut-être plus accepté par ta banque parce que c'est moins élevé. Et donc du coup, investir dans une SCPI qui va générer des revenus réguliers. Donc voilà, la SCPI, c'est aussi un SCPI IMO en direct. C'est un peu les deux gros dans l'immobilier. Après, aujourd'hui, tu as plein de... On va pas aller sur ça parce que sinon, ça va durer 3 heures. Mais, non, on va faire la petite synthèse parce qu'on me fait signe qu'on va passer aux questions. Il faut, donc, en fait, vous avez des solutions pour épargner et optimiser votre trésorerie sur votre entreprise. Donc, on les a évoquées tout à l'heure. En synthèse sur le perso, c'est toujours la même chose. La clé, c'est la diversification. Donc, comme Yoann nous l'a dit, en fait, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition, qui vont dépendre de votre horizon de placement, de vos objectifs. Et puis, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des choses beaucoup plus exotiques et beaucoup plus diversifiées pour ceux qui veulent s'amuser, des passionnés. Il y en a qui spéculent, ou en tout cas qui investissent sur des boîtes de Lego, sur du vin. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une sorte de compte-titre de vin. Vous allez acheter vos bouteilles. Et en fait, ça va cumuler les deux. Vous allez avoir un effet presque finance parce que vos bouteilles potentiellement vont prendre de la valeur, mais vous pouvez aussi vous les faire livrer chez vous pour les boire. Donc, voilà, plaisir, un actif très plaisir utile. Et investissement. Voilà. Il y en a plein. Mais oui, donc, mettre la sécurité, commencer à investir de façon la plus automatisée possible pour éviter la FOMO, la peur et tout vendre. Diversifier, mais pas trop non plus, parce qu'il peut y avoir de la surdiversification. Et ça disperse. Et long terme, voilà, c'est vraiment on va dire les 4 bases. 4 grands piliers. Et avec ça, on Ok, merci. Ouais. De rien, avec plaisir. Allez, on est parti sur les questions. Ouais, j'en ai une dizaine de questions en ligne. Il faut bien que tu les reformules à chaque fois. Avec plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent en ligne. Première question d'Adélaïde. Comment est taxé le compte-titre pour une entreprise? Alors, je reprends la question d'Adélaïde. Comment est taxé le compte-titre pour une entreprise? Je crois que c'est pareil. Je ne suis pas sûr à 100%. C'est une bonne question, mais je crois que c'est flat tax, donc c'est 30%, 30% des plus-values. C'est-à-dire que si tu as investi 1 000 euros et que tu as gagné 100 euros, tu vas être imposé de 30 euros. Mais à vérifier. En fait, je pense que si tu es à l'IR, oui, tu auras toujours l'option à la flat tax. Sinon, ça sera l'IS. C'est ton taux selon ton bénéfice, puisqu'en fait, ça va rentrer dans les revenus de l'entreprise. C'est ça. C'est revenus financiers. Voilà, Adélaïde. Ok, hyper clair. Question de Sybille. Sur un compte à terme, peut-on faire des virements réguliers ou faut-il investir l'ensemble du capital à la date d'ouverture? Excellente question. Parce qu'en effet, on ne peut pas faire des versements réguliers. C'est direct. Donc, tu es obligé de mettre direct 10 000 euros, direct 20 000 euros et ensuite, tu ne peux pas reverser dessus. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir en ouvrir plusieurs. Parce que du coup, tu peux potentiellement accumuler un peu d'argent et en ouvrir un autre après. Mais en effet, tu ne peux pas verser régulièrement, malheureusement. Ok. Question de Nico. À part le PER, conseillez-vous d'autres placements pour défiscaliser? Question de Nico. À part le PER, conseillez-vous d'autres placements pour défiscaliser? Je suis un peu nul en défiscalisation parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais après, en immobilier, tu as les Pinel, mais je suis nul en Pinel. Je ne me suis jamais intéressé à ce sujet. Je sais qu'il y a vraiment 2 camps qui se battent sur le Pinel. Parfait. Du coup, il faudra revenir. On va la noter, la question. Voilà, non, mais sur la défiscalisation, PER, c'est intéressant. Quand on investit en bourse, il y a un truc qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors, c'est un peu technique, je ne sais pas si on va aller dedans, mais, mais en fait, on peut imaginer qu'à la fin de l'année, on a fait une grosse plus-value et donc qu'on a besoin de vendre des actions, mais qu'on a une grosse plus-value et qu'on a des actions dans son portefeuille qui sont en moins-value. On peut vendre des actions qui sont en moins-value. Ce qui va faire qu'en fait, quand on calcule l'imposition, ce qui se fait, les impôts, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plus-value et moins-value. Et donc, ce qui peut potentiellement diminuer l'imposition. Et un truc qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est que ce qui est possible de faire, c'est de vendre une action qui est en moins-value et la racheter derrière. Donc, du coup, en fait, on va réaliser une moins-value, c'est-à-dire qu'on va stocker. Et qu'on va, donc les impôts vont prendre ça comme une moins-value.
Et en fait, vu que tu rachètes derrière. Mais en fait, tu crois encore dans cette potentialité, voilà, ce exactement. potentiel d'entreprise, Donc, tu du coup, vas tu racheter la même rachètes action. la même action. Et en fait, ça vient diminuer ton imposition sur tes plus-values. Bon, ça, C'est un peu technique. c'est un peu technique, mais je n'en connais pas d'autres qui soient. Après, oui, il y a les holdings, etc. Mais Ouais, là, on après, rentre dans les ouais, trucs puis très ça dépend techniques. vraiment des cas Et particuliers là, et des sujets c'est pas mon aussi. sujet, là. Et la défiscalisation, c'est plus un sujet en soi que l'épargne. Ouais, Et, ouais, tout à fait. et c'est plutôt une carotte qui est utilisée par le législateur pour te dire, je vais flécher l'investissement Exactement, de mes ouais. citoyens sur telle ou telle enveloppe, Ouais, et en contrepartie, je te donne un avantage fiscal. tout à fait. On a une question de Mathias qui nous demande quels sont les principaux risques de l'investissement en SCPI impacté car non-paiement de loyer, par exemple. Attends, donc du coup, je reformule. Donc, question de Mathias, quels sont les autres risques liés à l'investissement dans les sociétés civiles de placement immobilier, donc SCPI, et notamment le risque qui est pas lié au produit en lui-même, mais simplement au risque de non-paiement du loyer par le locataire. Ouais. Du coup, l'avantage de la SCPI, c'est qu'il y a des centaines de locataires en général, voire des milliers. Alors, il peut y avoir des risques. Par exemple, prenons l'exemple lambda, une SCPI qui va investir que dans des locaux travail, comme des bureaux. Demain, je sais pas, il y a un reversement de tendance, le télétravail revient, donc plus de location de bureaux, etc. Il peut y avoir du coup une chute des rendements sur ce type de SCPI. Donc ça, c'est un risque en fait, mais c'est des risques très. C'est lié au secteur De la plus qu'au non-versement. Ouais, oui. Si, Oui, parce que l'un est demain, la conséquence de l'autre. Ouais. Si la SCPI a acheté des centaines de bureaux et qu'en fait ils n'ont plus de sont locataires, plus loués, ça peut être compliqué. Donc c'est on va dire que c'est basé sur des risques de très macro plutôt. Donc le risque qu'un locataire s'en aille, il est assez faible. Ouais. Après, est-ce que tu as des risques Non, là, c'est très lié au produit. J'allais dire, parfois, tu as quand même des frais qui sont assez élevés, mais ce n'est pas un risque, c'est juste des frais. Ça, tu le sais à l'avance. Et c'est à peu près tout ce que je vois, moi, sur le SCPI. Très bien. Question de Altime. Atim. Dans quel cas peut-on mettre en place un PERCO avec abonnement par l'entreprise? Dans quel cas peut-on mettre en place un PERCO, plan d'épargne retraite collective, avec abondement de l'entreprise? Moi, j'en ai aucune idée. Et moi, je vais pouvoir te répondre. Donc, en fait, il va falloir mettre en place un plan d'épargne salariale au sein de l'entreprise, avec un règlement qui va être soumis à la direction départementale du travail, qui va valider le système d'intéressement, de participation et de retraite collective. Et donc, c'est un étage de la fusée, l'épargne retraite collective. Et il va y avoir un règlement intérieur qui va être donné par l'entreprise et qui peut dire « je peux mettre en place une règle d'abondement pour inciter mon salarié ». Si mon salarié fait un versement volontaire de 100 € sur son plan d'épargne retraite collective, moi, l'entreprise, je vais mettre 200 de plus. Imaginez que ça fait des effets de levier qui sont très, très cool. Tout ça est lié à la politique de l'entreprise et à ce qu'on veut faire avec son entreprise. Quand on est en SASU ou quand on est tout seul, ça, c'est d'excellents leviers pour optimiser son épargne retraite. Parce que vous imaginez bien que vous épargnez 100. Et en plus, il y a des effets aussi de seuils sociaux qui sont hyper intéressants. Et tu es moins imposé en tant qu'entreprise? Oui, exactement. Intéressant. Donc, il y a un forfait social qui est plus intéressant. Donc, en fait, tout le monde est incité à essayer de faire ça, aussi bien l'entreprise que le salarié. Ok. Voilà. Parfait. Question de David. Sur un compte titre, quel rendement on peut espérer à l'année? Et qu'est-ce que tu penses personnellement, Johan, de l'Emoni? Alors, je vais reformuler toujours la question pour que tout le monde l'entende. Donc, quels sont les rendements qu'on peut espérer sur un compte titre? Et que penses-tu de Yomoni? Alors, compte titre, ça peut aller de 0 jusqu'à l'infini si tu es un très bon trader. Non, mais on va dire que, si on prend quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, qui a investi plutôt dans des ETF long terme, sur des index, alors disons le S&P 500, c'est un peu le grand classique, ou même tu as un ETF MSCI World, donc qui investit dans 5000 entreprises dans le monde entier, mais qui est avec une grosse partie américaine, évidemment, parce qu'il prend en compte le poids.
le poids de chaque région. Donc, quelqu'un qui serait sur seulement du S&P 500, sur les 20 dernières années, 30 dernières années, on était autour de, alors si je ne me trompe pas, 9-10% par an. Annualisé. Ouais. Annualisé, ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des années où tu es à moins 20 et des années où tu es à plus 30 ou plus 40. Mais du coup, sur la longueur, bah, tu es à peu près à ça. 9%, c'est bien, c'est genre très bien en général. Après, si tu es sur le world, bah, tu es potentiellement un peu en dessous parce que tu es beaucoup plus diversifié. Mais voilà, c'est toujours compliqué à dire exactement combien tu peux attendre. Ouais. Mais parce que dans ces histoires-là, on regarde toujours le passé. Plus on étire la ligne de temps, plus on tient compte de périodes de crise financière et de risque. Et donc, on va avoir une rentabilité qui est un peu plus proche du réel, mais on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Donc, il y a toujours un peu de mesure à prendre. C'est toujours plus compliqué, ouais. Mais donc pas évident, mais on peut se dire que si on a 9%, il faut toujours faire des scénarios de toute façon quand on investit, c'est de se dire, OK, dans le meilleur des cas, je suis à 9%, trop bien, c'est cool. Il se passe quoi si je tombe à 5% Est-ce que c'est toujours bien ou pas Et si je tombe à 3%, en fait, il faut que dans les 3 scénarios, en fait, tu sois assez bien dans les 3, en fait. Que le 9, ce soit un bonus. Yomoni, c'est un des acteurs historiques sur l'assurance vie, un peu néo-assurance vie. Donc, c'est une startup qui permet d'investir en assurance vie, PEA, compte titre. Maintenant, ils ont lancé un nouveau produit, assurance vie immobilier, si je ne me trompe pas. Donc, très diversifié, tout délégué, donc c'est automatisé. On peut envoyer ses virements chaque mois. Donc, ça coche vraiment pas mal avec les critères de l'épargnant débutant que tu as décrit au départ. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont des comptes aussi pour les entreprises, je crois, si je ne me trompe pas, en compte titre. Donc, c'est des produits intéressants. Après, il y a d'autres acteurs en France qui sont aussi très bons. Tu as des Goodvest, si tu veux aller plutôt sur l'épargne, enfin l'assurance vie plutôt green. Nalo aussi, qui sont très bien. Caravelle sur le PER. Bref, il y a plein de nouveaux acteurs comme ça qui sont cool. Donc, Et il faut savoir que ces boîtes, souvent les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'elles sont safe parce que c'est des startups, etc. Il faut savoir que ces boîtes sont à chaque fois adossées avec des gros assureurs. Donc derrière Yomoni, si je ne me trompe pas, c'est Generali. Donc tu as toujours des gros assureurs derrière, ils ne font pas tout en direct. Donc si Yomoni fait faillite, en fait, c'est Generali qui gère le truc. Donc il faudrait que Generali fasse faillite. C'est possible. Oui, c'est jamais impossible. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, on a une question intéressante de Adélaïde qui demande s'il y a des livrets A pour les pros. Et en fait, derrière ça, elle demande quelle solution de placement permet de rémunérer ses excédents de trésorerie avec la sécurité de pouvoir toujours les récupérer. Enfin, toujours les récupérer à n'importe quel moment. Tu as le compte à terme, en fait, il n'y a pas de livret A pour... ça n'existe pas. Mais tu as le compte à terme qui est un équivalent livret A, parce que du coup, la seule différence, on va dire, c'est qu'il a une durée de vie, donc 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'est pas bloqué parce que tu peux retirer quand tu veux, mais il a ce qu'on disait tout à l'heure, le problème que tu ne peux pas verser de l'argent tout le temps. Tu as souvent un minimum d'investissement. Alors, parfois, c'est 20 000, parfois, c'est 100 000. Donc, tu peux avoir des seuils qui sont assez élevés. Parfois, c'est un peu moins. Je ne sais pas s'il y en a un peu moins. Mais pour moi, c'est vraiment celui-là qui se rapproche le plus du livret A parce que tu es vraiment assuré. Alors, après, aux États-Unis, ils ont des autres trucs, mais on n'est pas sur des boîtes américaines ici. Mais non. C'est celui que je rapprocherai le plus du livret A. Parfait. Et on a une dernière question d'Augustin qui demande pour les jeunes épargnants dans l'immobilier, qu'est-ce que tu penses personnellement des startups? Enfin, il y en a une qui lui vient en tête, c'est Virgile, qui permet, je pense que tu connais. Voilà. Quel est ton avis là-dessus? Il ne faut pas reformuler. Ah, pardon. Oui, donc une question d'Augustin qui nous demande pour les jeunes épargnants, est-ce que tu connais Virgile qui permet d'aller sur l'investissement immobilier? Alors alors Virgile, ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui permet, c'est une startup française qui permet de t'aider à financer l'apport quand tu veux acheter un bien immobilier. Et donc, en fait, ils se financent. Quand tu revends ta résidence principale, il faudra rembourser ça, plus ils prennent des intérêts. Ils ont un modèle économique qui est intéressant. Je trouve c'est comme tout, hein, c'est vraiment très personnel à chaque fois comme sujet, mais si ça peut aider à acheter une résidence principale et que tu as envie d'acheter cette résidence principale, c'est un super outil.
Après, je ne sais pas s'ils font du locatif, tout ça. J'ai une bonne question. Mais ça peut être intéressant pour les freelances. Alors, je ne sais pas quelle est leur politique, etc., s'ils acceptent les freelances ou pas. Il me semble que oui. Mais pour moi, tout ce qui facilite l'accès à certains investissements, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut toujours prendre en compte les frais. Ouais. Parce que on a l'effet boule de neige des intérêts composés, on parle tout le temps de ça, mais ça marche aussi avec les frais. Donc, avoir 1% de frais de différence sur 40 ans, ça peut faire 200 000, 300 000 euros de différence par rapport à avoir 1% en moins, quoi. Ouais, donc, ça prend en compte ça. Mais pour compléter, il faut aussi juger de la capacité de l'établissement auquel on va confier son argent à créer de la performance. Parce que je préfère peut-être passer mon argent chez un bon établissement financier qui va me prendre 1%, mais qui va m'amener un peu plus de perf, plutôt que celui qui va me casser que les prix et qui va être moins bon. Donc, c'est aussi à regarder sur les historiques. Après, il faut aller regarder un petit peu quand même dans les détails. Donc voilà, sur Virgile, non, mais je les aime bien, ils sont sympas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a Laurent qui nous pose une question qui est assez large, mais qui est intéressante aussi, c'est comment on fait concrètement pour investir dans les cryptos avec son entreprise? C'est simple, enfin c'est simple, ça dépend des... Si je prends l'exemple de CoinHouse, tu ouvres ton compte, ils vont te demander un cabis, ils vont demander tes infos, et ensuite, du coup, tu fais des virements de ton compte pro à le compte de CoinHouse, et voilà. Ensuite, ça devient compliqué, par contre, en termes de gestion de la comptabilité. Donc, il vaut mieux se faire accompagner par un expert comptable ou un conseiller en gestion de patrimoine qui peut accompagner sur ça, qui est spécialisé sur la partie crypto. Il y en a quelques-uns en France, il n'y en a pas énormément. Ça peut faire un peu peur parce que pour comptabiliser ça, c'est pas forcément hyper évident, je crois. Ouais. Donc faire attention à ça. Si vous êtes solo à gérer la compta et tout, ça peut apporter de la complexité, quoi. Mais je pense que CoinHouse, parce que leur service est payant, donc je pense qu'ils accompagnent aussi les entrepreneurs sur... Alors, je n'ai pas de pub pour CoinHouse, mais je sais que c'est les seuls à faire ça. Les faire, c'est des Français en plus, ils sont cool. Ouais, mais du coup, il y a un accompagnement pour les boîtes. Donc, je pense qu'ils peuvent potentiellement accompagner sur cette partie-là. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une question dans la salle quand même, que vous êtes là, donc il faut en profiter. Une question sur le sujet. Est-ce que les plus-values crypto sont imposables? Oui, c'est imposable. Alors pareil, c'est flat tax ou l'IS, c'était avec ta boîte. Donc la question, c'était est-ce que les plus-values de crypto sont taxables? Ouais. Donc ça, tu peux pas y échapper. Enfin, tu peux pas y échapper. Non, tu peux pas y échapper. Non. Non, je ne dirai pas ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Écoutez, je pense que c'est le moment de conclure. On a passé un bon moment tous ensemble. Merci beaucoup, Johan, pour cet échange. Et puis, je signale qu'il y aura un replay qui sera disponible pour ceux qui veulent approfondir. Et puis, le prochain bivouac, la date, le 20 juin 2023. Donc, on vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci beaucoup et bonne journée. Merci tout le monde. Salut. Salut.